Alors moi, je ne vais pas vous parler de mes vieilles jambes qui me poussent à m'asseoir. Je vous tends le micro. Voilà. Alors j'aimerais vous entretenir de deux sujets. La première, bien sûr, ma participation à la dernière guerre mondiale. Et le deuxième, plus inattendu, la libération de Forbach, la ville où je suis né. Alors, excusez-moi, je vais vous interrompre une demi-seconde. On m'a demandé de dire aux personnes qui sont dans la salle où il y a beaucoup de places libres dans les rangées, s'ils pouvaient se resserrer un peu pour faire la place aux personnes qui sont debout derrière vous, sur les marches, etc. Essayez de vous resserrer un petit peu, de gagner un peu de place pour faire la place aux nouveaux entrants. Merci beaucoup. Merci. Excusez-moi. Alors d'abord, je suis né à Forbach le 1er janvier 1925. Alors faites le calcul, dans 4 mois, j'aurai 100 ans. Monsieur le maire m'a dit, pour ta 100e année, on va faire à la mairie une fête formidable. Je tiendrai, rien que pour le faire payer, cette fête. Alors, Forbach est en Moselle. On dit toujours Alsace-Lorraine. Non, c'est pas Alsace-Lorraine, c'est Alsace-Moselle. Évidemment, Lorraine, ça fait plus joli. D'ailleurs, quand je parle à des étrangers, je l'ai dit l'autre jour au président Biden, je suis lorrain. Je l'ai dit aussi au chancelier allemand, ce qui l'a fait rétrécir de 2 cm. Il s'est dit, ce salopard-là est de ceux qui ont foutu le camp et qui nous ont chassés de France et d'Europe. Tout le plaisir était pour moi. Alors, j'aimerais dire que ces Alsaciens mosellans ont la chance d'être bilingues parce que Napoléon III, dont les troupes avaient tous les boutons de guêtre, a perdu la guerre, alors que Louis XIV l'avait gagnée, et nous sommes devenus allemands. Ensuite, 14-18, heureusement, nous sommes redevenus français. Pour mon plus grand désespoir, en 40, on s'est fait avoir et je me suis trouvé allemand. Avantage bilingue. Il faut rappeler que vous aviez 15 ans. Oui, en 40. Mais il est à noter, et c'est une curiosité, que dans les accords d'armistice, Adolphe a oublié d'exiger que la Moselle et l'Alsace soient annexées. Pourquoi? Je n'en sais rien. Ce qui fait que au début de la guerre en 40, nous croyions être français. Et puis, au fur et à mesure, les Allemands s'infiltraient partout. Ça a commencé par les écoles. Ensuite, on a vu les gamins incorporés dans la jeunesse hitlérienne. Moi, pas. Et début 42, j'ai vu apparaître des affiches. On vous a fait l'honneur de faire de vous des Allemands. Vous aurez maintenant l'honneur de combattre pour l'Allemagne. Va te faire voir, Coco. J'ai donc dit à mon père, papa,
je ne vais pas servir dans l'armée allemande. Il m'a dit, fiston, tu as raison, parce que lui, il avait servi dans l'armée allemande la guerre précédente. Mais curieusement, le cœur des Alsaciens et Mosellans sont restés français. Même les Sarrois, qui avaient été annexés par Louis XIV et perdus par Napoléon Ier à Waterloo, avaient tendance à être partiellement pro-français. Adolphe a veillé à ce qu'il l'oublie. Et nous voici, 42, le grand honneur, je n'en voulais pas du tout. J'ai écrit une lettre aux autorités allemandes de Forbach en disant que puisque je dois faire mon service militaire, je vais le faire du côté de la France. Je ne parlais pas de De Gaulle, bien sûr. Et que mes parents n'étaient pas au courant. Mon père, qui avait servi dans l'armée allemande, a pris son livret militaire qu'il avait gardé en souvenir. Il est allé se présenter, on lui a présenté des condoléances d'avoir un gamin aussi affreux qui déserte. Déserteur. En fait, je n'étais qu'un insoumis. Alors, je suis parti avec ce joli petit vélo que vous voyez là. Je l'ai mis dans le train, je suis parti jusqu'à Gravelotte, où j'avais un oncle, auquel j'ai dit, ben, je veux passer de l'autre côté, et mon oncle était aussi français que mon père et moi. Il m'a dit, cette frontière est difficile à passer, mais je vais te présenter des Allemands gardes-frontières. C'était des braves pères de famille, parce qu'il y avait chez eux les personnes assez âgées qui avaient des enfants, qui, au lieu d'aller en Russie, avaient la chance de garder la frontière. Parce que ceux qui allaient en Russie, beaucoup ne sont pas revenus. Je promets à ce brave Allemand du beurre. Il m'a dit, oh, monsieur, du beurre, mes enfants ne savent même pas ce que c'est. Alors j'ai dit, faites-moi passer vers Ernie, vers Jarny, et je vous ramène du beurre. Le brave homme m'attend toujours. Car une fois de l'autre côté, je suis allé chez les gendarmes. Je ne sais pas pourquoi, j'imaginais, et j'avais raison, que les gendarmes ne pouvaient pas trahir la France. S'il y en a qui ont fait leur métier et obéi à Vichy, leur cœur était français. Et j'avais raison. Ils ont échangé mes tickets de ravitaillement allemands contre des tickets de ravitaillement français, et ils m'ont dit, attention, là, vous êtes en zone interdite, mais pour aller en zone libre, il faut traverser le Doubs. Je pars, je prends le train, puis mon vélo. Ils m'ont dit surtout, descendez dans une gare assez petite pour qu'il n'y ait pas d'Allemands. Alors, dans les trains de l'époque, on avait toutes les stations, et me renseignant auprès des gens qui étaient avec moi, ils m'ont dit, ça, c'est un tout petit patelin. Je suis donc descendu dans le tout petit patelin. J'ai pris mon vélo, j'ai pédalé jusqu'à un petit village où je me suis payé le toupet d'entrée pour dire est-ce que je pourrais manger et avoir une chambre. Là, toujours de la chance, et ça me suivra toute ma vie, la brave femme me dit, vous ne voudriez pas aller de l'autre côté? J'ai dit, si madame. Il faut dire que j'étais jeune et mignon, les femmes ne résistaient pas. Et effectivement, j'ai attendu dans la chambre, j'ai mangé, j'ai bu de l'eau, et un gamin vient, la patronne me fait descendre, et ce garçon me dit, mon père peut vous faire passer le Doubs. Alors, vous venez
dans la nuit vers telle heure, et mon père vous expliquera. J'ai pris mon vélo, j'y suis allé, je l'ai trouvé, j'ai vu le père, j'ai dit qu'est-ce que je vous dois, il me dit vous me laissez le vélo. Un vélo tout neuf, qui coûtait cher. Salopio, c'est la première fois que je me fais avoir. Par la suite, j'étais beaucoup plus prudent. Je traverse le Doubs, de l'autre côté, un autre passeur qui me dit « Ah, mais moi aussi, il faut me payer ». Alors là, ça débordait un petit peu le vase. J'ai dit « Non, 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 je ne payerai rien du tout ». Et il y avait un couple de juifs avec deux petits-enfants que j'avais emmenés et aidés à passer. On dit « On paye pour vous ». Merci monsieur, merci madame, toujours ça d'économiser. Et je prends la route après m'être bien astiqué, parce que nous avions de la boue jusqu'à la moitié de la cheville. Et je trouve une gare, je prends le train, j'arrive jusqu'à Lyon. À Lyon, j'ai découvert Vichy. Alors là, j'ouvre une parenthèse. Mon père était persuadé, discutant avec ses voisins, De Gaulle, on en avait entendu parler, mais on ne l'avait jamais entendu à la radio. Et mon père et ses amis, devant moi, disaient « Ce De Gaulle est sans doute l'homme qui va sauver l'honneur, et le maréchal Pétain, qui était un grand homme pendant la Première Guerre mondiale, est chargé de sauver les meubles. » Ça leur paraissait évident. Oui, ben j'ai constaté que ce n'était pas ça du tout. Donc, à Lyon, je travaillais un peu parce que j'avais l'intention de passer la frontière, les Pyrénées, et je m'attendais là aussi à payer un passeur. J'ai bien fait. Je suis parti vers les Pyrénées, je fais un raccourci, parce que ce serait beaucoup trop long. Je traverse les Pyrénées à Prats-de-Moyau. Là aussi, je vais chez les gendarmes. Pyrénées-Orientales. Et ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'à Lyon, j'étais tombé sur un brave homme qui, voyant, parce que là, quand on a 17 ans, on a du toupet. Ça ne m'a d'ailleurs jamais quitté. J'avais cousu sur ma veste la croix de Lorraine, avec écrit au-dessous « Qui s'y frotte s'y pique ». C'est pas le blason de la Lorraine, mais j'ai trouvé ça très joli. Et cet homme, me voyant, a dit « Écoutez, les Allemands vont certainement occuper la zone actuellement dite libre. Et est-ce que vous voulez faire partie de mon groupe de résistance ?» Je dis « Pourquoi pas ?» Et il me donne un petit revolver que j'ai mis dans la poche. Puis après j'ai dit, écoutez, moi, c'est Londres, mon but. Alors il a dit, bonne chance, fiston. Au passage, il était boucher. Alors une fois par semaine, j'allais manger chez lui. Il n'avait pas d'enfant et la femme avait sans doute un petit béguin pour moi. Ce qui fait que je mangeais beefsteak frites tous les dimanches. Je traverse l'Espagne avec, là encore, un guide que m'ont recommandé les gendarmes, auxquels j'ai montré mon revolver, qui m'ont dit « Mais pourquoi est-ce que… » Ben, j'ai dit « Écoutez, moi je suis un insoumis de l'armée allemande, s'ils me prennent, je passe au peloton d'exécution. » Ils ont tout de suite compris. Comment est-ce que vous êtes arrivé jusqu'à Gibraltar? Attends. Une fois arrivé de l'autre côté, effectivement, j'ai dit à ce brave passeur, voilà le revolver avec lequel je vous ai menacé en cours de route en disant, il y a 6 balles, si des Allemands ou des guardias civils qui étaient franquistes, pro-allemands, me
prennent, je les flingue avec 5 cartouches, et la 6e est pour vous, si jamais vous me dénoncez. Il ne m'a pas dénoncé. Tempête de trouille. J'arrive à Barcelone, évidemment, le consulat britannique qui m'envoie à Madrid, même chose, consulat britannique. Et à Madrid, il y avait un système qui était sous la surveillance d'un dénommé Brett. Je m'en souviens, parce que Brett en allemand ça veut dire planche, je ne peux pas oublier ce nom. Et c'était un Canadien. Et là, on restait 2 jours chez des familles et on devait changer tous les 2 jours de logement, de protection. Et la 3e fois, je crois, pas de Brett. Alors le petit Achille a dit à ce brave homme chez lequel il était, moi je vais au consulat. C'est interdit, non, non, il ne faut pas, vous devez... Je m'en vais au consulat. J'arrive au consulat, ils me disent, oh, quelle chance, ils ont tous disparu, Brett nous a trahis. Alors ils me disent, maintenant vous allez au consulat américain. Je dis, ah oui, là, je ne vais pas aller en Amérique, je vais aller en Angleterre. Je dis, oui, oui, ça revient vous-même, ne vous en faites pas. Je vais chez les Américains qui me reçoivent en me disant, c'est histoire malheureuse, quel salopard, c'est un Canadien, etc. À noter qu'une fois en Grande-Bretagne, quelques mois plus tard, je reçois la visite d'un capitaine des services de renseignement britanniques. Il m'a dit, c'est vous, Achille Muller? Je dis oui. Il me dit, nous avons retrouvé Brett et il a eu droit aux 12 balles. Très bien, parce que les Britanniques, pour ça, ils ne pardonnaient pas ce genre de trahison. Revenons en arrière. De Madrid, nous partons vers Gibraltar, mais on ne pouvait pas entrer dans Gibraltar. On ne pouvait aller que contourner Gibraltar. C'était Algeciras. De Algeciras, nous avons pris un canot d'un pêcheur qui nous a menés vers Gibraltar. Je m'en souviendrai toujours, le brave espagnol, nous ne parlions pas l'espagnol, quelques mots, on comprenait quelques mots, il a dit « je ne peux pas aller plus loin ». Et il faut attendre ici qu'un garde-côte vienne de Gibraltar vous récupérer. Alors j'ai dit à mes 2 compagnons qui étaient là, gens que je ne connaissais d'ailleurs pas, qui eux voulaient aller en Afrique du Nord, vous avez des allumettes? Oui. Moi qui étais scout, je connaissais le morse. 3 points, 3 traits, 3 points, ça veut dire SOS. Ça n'existe plus aujourd'hui, mais à l'époque c'était ça. Alors, avec les cigarettes, j'ai fait ça. Puis, tout d'un coup, gros projecteur, un garde-côte nous accoste. Alors, j'ai dit, maintenant, pour qu'ils sachent qui nous sommes, on va chanter la Marseillaise. On a braillé la Marseillaise de bon cœur. Et puis, une échelle de corde nous est tombée sur la tête. J'ai attrapé l'échelle de corde, je suis monté en haut, les 2 autres m'ont suivi. Et je me trouve devant des marins américains. Moi qui croyais trouver les Anglais, je trouve des Américains. Avec le petit calot blanc et l'officier avec sa casquette, hilar, me tapant dans le dos, sacré Frenchies. Pour eux, nous resterons toujours des phénomènes. Ce qui n'était pas l'habit de leur président. Mais lui, il était de notre avis. Ils me mènent à terre, je me présente chez les Anglais, ils prennent bonne note, me disent « vous allez dans la caserne, on va vous nourrir ». Là, je vais vous raconter une histoire curieuse. On a du pain et puis une boîte de margarine.
Or, j'ai dit, mais au sergent, là, cette margarine, ce ne serait pas fait avec du charbon? Ah, il me dit, si. Parce que les Allemands, comme les Anglais, étaient obligés de faire de la margarine avec du charbon. Le charbon, c'est de la matière grasse, c'est pour ça que ça brûle. C'est peut-être dégueulasse, mais la margarine nourrissait. Après, je vous passe différents problèmes que nous avons eus. Au lieu d'être reçus par un officier de la France libre, nous avons été reçus par un marin. Et c'était un marin de Vichy. On nous va au consulat, c'était le consulat de Vichy. De Gaulle n'avait pas de consulat. Et on me dit, vous allez sur un navire français qui s'appelait l'Elbiard, et en effet, un petit canot à moteur avec un petit marin à bâchis et pompons nous emmène au bord de ce navire. Et là, on nous dit, le pacha vous attend. Le pacha, c'est l'officier commandant un bateau, quel que soit son grade. Et ce pacha nous dit, s'il y a un gaulliste parmi vous qui le dise, je le mets au fer. Oula! Aucun de nous trois n'a rien dit. Je suis monté sur le pont et là, il y avait un petit matelot, je le vois encore en train de couper un petit bout de bois, là, il ciselait quelque chose, et il m'a dit, sans lever la tête, il y a un gaulliste parmi vous. J'ai dit, oui, moi. Il dit, bon, alors, tu fermes ta bouche, tu vas dans la cale avec tes deux camarades qui iront en Afrique du Nord avec le bateau, et toi, tu vas passer par-dessus bord et rejoindre Gibraltar. Vous savez, le 10 février, même la Méditerranée, c'est pas chaud. J'ai donc plongé, je savais bien nager, et je suis revenu à Gibraltar. Et je retrouve le même capitaine. Alors là, j'avais 18 ans. Je l'ai engueulé en disant, comment vous ne pouviez pas me prévenir? Ah, il m'a dit, c'est pas notre affaire. Vous, les Français qui arrivent ici, ils choisissent, nous, on ne s'en mêle pas. J'ai dit, bon, et alors, où est l'officier de la France libre? Il dit, vous en faites pas, réchauffez-vous, changez-vous, dormez, demain matin, il sera là. Et il a décroché le téléphone, et c'est là que j'ai appris les premiers mots grossiers de la langue anglaise. Il a dit à ce capitaine français, « fucking bastard », en parlant des Français de Vichy. J'ai déjà appris un gros mot, c'est pratique. Effectivement, le lendemain matin, je vois arriver un grand capitaine qui me dit « Mon pauvre, c'est de ma faute, je suis arrivé en retard. » Alors là aussi, je l'ai engueulé, on peut se le permettre, je n'avais pas signé. Je lui ai dit « Vous savez ce qui m'est arrivé ?» Il dit « Oui, l'Anglais m'a expliqué. » Il a dit, alors j'ai dit « Alors c'est la foire aux esclaves. » Il m'a dit « Quand même pas, mais c'est malheureux et c'est de ma faute. » Bon. Alors, j'ai dit, ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Elle a dit, ben je vais vous habiller en soldat britannique. Et pour qu'on sache que vous êtes français, on m'a donné des petits francs que j'ai cousus sur mon manteau, parce que c'était l'hiver, et sur mon blouson. Et je me rappelle que le jeune soldat qui était là dit, tu n'aurais pas été dans la marine avant? Je dis, pourquoi ça? Bah, tu couds comme un marin. Non, je dis, j'avais une maman qui aurait voulu avoir une fille, elle a vu un garçon, elle lui a appris à coudre. Allons bon. Là-dessus, on me met sur, parce que je passe différentes choses, on me met sur un navire que je croyais anglais, je tombe encore sur un navire américain, en direction de Southampton, en Grande-Bretagne. Alors là aussi, j'ai trouvé qu'en bas, ça sentait mauvais. Imaginez des centaines de gugus dans un même endroit, ça fumait, et je vous passe du reste,
Ça sentait mauvais. J'étais un peu indiscipliné. J'ai dit, je prends mon hamac et je monte sur le pont. Et en plus, les destroyers qui étaient autour de ces navires commençaient à lancer des grenades sous-marines. Ça faisait un tapage fou, surtout sur les coques des bateaux en acier. Et au-dessus, j'étais très bien. Je m'installe dans un canot. Enfin, j'ai mis mon hamac attaché à je ne sais plus trop quoi. Et à un moment donné, quelqu'un me tape sur l'épaule, un sous-officier américain qu'on appelle dans la marine un officier marinier. Il n'y a pas de sous-officier dans la marine, c'est les officiers mariniers et les officiers de marine. Qui me dit en anglais, qu'est-ce que vous foutez là? Alors je me lève, I'm sleeping. Il me regarde, il voit France. Il dit, sacré Frenchies. Vous n'êtes pas comme tout le monde, vous. All right, stay there. Et il a passé la consigne aux autres qui, parce que le Frenchie faisait ce qu'il voulait, ils m'ont tous laissé là. Bon, j'arrive à Southampton, je débarque et on avait tous un numéro sur la poitrine. Et un sous-officier britannique m'attendait, numéro tant. C'est vous, H.L. Muller? J'ai dit yes. Il m'a dit, je vais vous emmener au Patriotic School. J'ai dit, école patriotique, ça doit être bien. Et on part en jeep, mais arrivé devant une maison, je croyais que c'était un château, en fait, c'était un ancien lycée. Je remarque qu'il était entouré de barbelés, qu'il y avait des miradors avec des gens qui tenaient leurs fusils, si ce n'était pas un FM, et que derrière moi, on fermait la porte avec du barbelé. J'ai dit, tiens, drôle de... Alors, bon, je vais là-haut, baignoire, je me suis bien baigné, j'en avais besoin, et puis j'en ai profité pour prendre des leçons d'anglais, ce qui, quand on parle l'allemand et le français, est très facile. Alors... Et au bout de quelques jours, je suis convoqué par un capitaine britannique qui me parle en allemand et qui me dit « Racontez votre histoire depuis Forbach jusque chez nous ». Alors, je vais vous interrompre 3 minutes pour vous montrer un petit film que j'ai trouvé tout récemment qui va vous rappeler des souvenirs. Alors, c'est peut-être pas exactement votre trajet, mais je pense que c'est assez proche. C'est une histoire de l'ancien temps. Et le calme de n'importe où en France n'était troublé que par le pas des soldats verts de gris qui contrôlaient aussi bien nos cultures que nos déplacements. C'est pourquoi un jour, ces 4 garçons d'un quelconque village français en eurent assez de voir la vie teintée en vert de gris. On ne sait pas quel chemin ils prirent, mais alors toutes les mers menaient les Français en Angleterre. Un jour, ils eurent Londres sous les yeux. C'était une ville dont on parlait beaucoup en France à cause de son courage, à cause de sa volonté et à cause d'un certain général de Gaulle. Londres était la capitale de la résistance. À son arrivée, chaque Français était conduit au centre d'accueil. Et là, il trouvait celui qui fut le compagnon de Malraux pendant la guerre d'Espagne, un vétéran des 2 guerres, le commandant Pons. Et pas trop fatigué? Oh, juste un petit peu. Pas trop embêté? Oh, juste a little. C'est ce qu'il faut. Oui, juste ce qu'il faut. Eh bien, j'ai vu votre dossier. Vous voulez être parachutiste, hein? Oui, votre commandant. Ben, c'est très bien, je vous félicite. Je voudrais bien être à votre place. Vous allez être avant moi là-bas, hein? On espère. Eh bien, passons aux choses sérieuses. Vous nous restaurez un peu, hein? Ça vous fait bien? Avec plaisir.
Combien sont passés par cette salle à manger des garçons français qui abandonnaient leur pays et leurs affections simplement pour venir se battre? Premier contact, hier on ne se connaissait pas. Aujourd'hui, autour de cette table, on n'est plus que des Français, unis dans un même soupir de liberté, unis dans une même volonté de délivrance. Et tout à l'heure, chacun fera le rapport de son évasion et il fournira les informations qu'il possède. Chacun fera ensuite le point de sa situation et recevra les subsides dont il a besoin pour s'organiser. Enfin, chacun viendra subir chez le commandant Ponce cette sorte d'examen qui le fera diriger vers le service auquel il se trouve le plus apte. Ces garçons, c'est en Écosse que quelques jours après, on pouvait les retrouver, car toute l'Écosse n'était plus qu'un camp d'entraînement. Les volontaires parachutistes des Nations Unies étaient réunis au camp de Ringway. Là, les Français trouvaient en entrant le commandant Bourgoin, l'un des plus beaux exemples de patriotisme et de courage. Bourgoin, qui rallia Loubangui à la France libre et qui plus tard perdit un bras en Tunisie à l'assaut d'un aérodrome. À Ringway, on formait l'infanterie du ciel. Voilà, l'infanterie du ciel. C'est exactement ça. Exactement ça. Alors, j'en reviens, moi, à mon Patriotic School, interrogé une fois en allemand, une fois en français. Ils ont fini par dire, bon, ben, ce n'est pas un espion, mais ça a duré 72 jours et ils m'ont envoyé à Londres où j'ai effectivement choisi les parachutistes, quoi qu'on m'ait dit, c'est une bande de voyous. Alors, je dis, je choisis les voyous. Et Bourgoin fut mon chef de bataillon. Car j'ai eu la chance d'avoir comme instructeur un lieutenant qui, étant capitaine, a été assassiné en Bretagne par des collabos. Revenons en arrière, cet homme avait fait Cherchell et nous étions une quarantaine sous ses ordres. Il nous a appris tout ce qu'il avait appris à Cherchell. Autrement dit, nous avions une formation d'officiers de l'époque, ce qui nous avançait de beaucoup par rapport aux autres. Et puis, pour faire simple, nous avons été affectés à la brigade parachutiste du Special Air Service, SAS, dont je porte encore l'insigne. Special Air Service. Voilà. C'est l'élite absolue des commandos de parachutistes. Et j'ai trouvé ce petit film, excusez-moi, je vous interromps une seconde. Il dure 13 minutes, vous allez trouver ça sur YouTube en 3 coups de cuillère à peau. Britannie SAS 1944. Et vous avez toute l'histoire, et vous avez en particulier des images d'entraînement. L'entraînement qu'a subi Achille Muller et ses compagnons, l'entraînement parachutiste, c'est exceptionnel. Et ce film, évidemment, avec les accents patriotiques, vous voyez, du commentaire, etc., c'est quand même magnifique. Et je vous encourage vraiment à aller chercher ça sur votre ordinateur, vous ne serez pas déçus. Allons-y. Et effectivement, j'ai été affecté parce que le général de Gaulle ne commandait pas d'unité. Il faisait de la politique et du renseignement. J'ai été reçu par le général de Gaulle, qui de la hauteur, et moi pitchoun, m'a dit « Alors, pourquoi êtes-vous venu me voir ?» J'ai dit « Pour libérer la France, mon général. »« C'est bien, mon petit. » Voilà ma rencontre avec de Gaulle. C'est la vraie photo avec le vrai carton d'invitation et la petite flèche désigne Achille Muller en face du général. Je suis là-dessus. J'étais en tenue de militaire pendant que les autres étaient tous en civil. Mais il a dit la même chose à tout le monde. Et donc, les Britanniques ont créé une brigade du Special Air Service, SAS. 2 bataillons britanniques, 2 bataillons français et une compagnie belge. Tous des voyous.
C'était notre métier. Nous, les Britanniques, les instructeurs, car malheureusement nos instructeurs étaient britanniques, n'ayant pas d'instructeurs français, disaient un sas doit tuer sans se faire tuer. Ah bon? Elle a dit oui, parce qu'un sas mort, ça ne sert à rien. L'idée, c'est toujours d'attaquer du plus faible au plus fort, et après, hit and run, comme il disait, vous frappez et vous dégagez. Et vous allez les re-attaquer à 5, maximum 10, contre une horde de militaires allemands. Ils ne sauront pas d'où ça vient, et quand ils réalisent, vous foutez le camp. Et c'est ce qu'on a fait. Pour ce qui me concerne en particulier, après notre instruction de base, où les Français étaient les plus tricheurs de tous, nous y commandés par un Écossais qui s'appelait MacLeod. Il paraît que quand De Gaulle a appris que la brigade était commandée par MacLeod, il n'aimait pas les Anglais, mais il aimait bien les Écossais. Alors, MacLeod, après la guerre, a écrit « Je donnais des ordres aux Britanniques, ils accusaient réception et ils faisaient ce qu'ils voulaient. » Les Français prétendaient qu'ils n'avaient pas reçu de message. Les Belges, qui étaient un peu menteurs sur les bords, disaient bien reçu et ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. C'était ça, l'esprit sas. Et mon patron, c'était Bourgoin, le Manchot, 4e BIA, un des 2 bataillons. Et au moment de partir pour le débarquement, les sticks ont éclaté, les sections d'instruction ont éclaté, et chaque chef de stick choisissait les gens en fonction de leur origine, de leur connaissance. C'est comme ça que cet instructeur, que j'aimais beaucoup, a choisi le caporal Bouettard parce qu'il était breton. Et c'était le premier stick à sauter la veille du D-Day. Malheureusement, il y avait un moulin, le moulin de la Grée que vous avez vu, c'est là que j'étais récemment avec le président de la République. Il y avait des Géorgiens qui étaient pro-allemands. Quand le caporal Bouettard, qui était chargé de garder le poste radio pendant que son chef de stick faisait le tour de la région pour se repérer, car comme toujours, nous ne tombions jamais à l'endroit prévu. Malgré des pilotes britanniques très aptes, mais c'est très difficile de nuit, sans aucun signal, sans aucun renseignement, même avec la Lune, il était difficile de larguer les gens à l'endroit précis. Toujours est-il que ces salopards ont assassiné le caporal Bouettard. Ils l'ont truffé de balles. Parce que lui, il disait ça. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est pas des Allemands, c'est pas des Anglais, c'est pas des Bretons. Ben oui, c'était des Géorgiens. Et il en est mort. Alors, est-ce que vous pouvez... on doit pouvoir avancer un petit peu plus vite parce que sinon, on sera encore là plus tard. Je vais aller plus vite. Racontez-nous votre débarquement, c'est-à-dire l'histoire des planeurs. Voilà, moi, j'ai été choisi par un lieutenant qui s'appelait Baudolec, Saint-Cyrien, qui m'a dit « Écoute, fiston, j'ai appris un peu d'allemand à Saint-Cyr, mais je ne m'en souviens pas. L'anglais, j'ai jamais rien compris. Et toi, tu parles les 3 langues, donc je te choisis pour venir avec moi. Tu seras chef de la Jeep de tête. Et moi, je commande l'escadron. En fait, j'en ai profité pour baptiser, comme tous les autres, ma Jeep. Et je l'ai baptisée la Vengeuse. Mon mitrailleur avant
avait le dessin facile, il a écrit ça très joliment. Je ne voulais pas mettre vengeresse, ça figurait au dictionnaire. Tandis que vengeuse, là voilà, ça ne figurait nulle part. Alors ici, il y a quelque chose qui peut paraître bizarre. La roue est sur le pare-choc. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que je venais de me caler sous le premier char américain devant lequel nous faisions une reconnaissance, et ça m'a arraché non seulement la roue de secours, mais aussi cabossé un peu le capot. On entendait le ventilateur qui faisait toc 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 contre le radiateur. Aujourd'hui, ça n'existe plus, mais à l'époque, c'était ça. Toujours est-il que pendant cette campagne de France, me voilà avec un mitrailleur avant qui était un type formidable, un Breton qui ne parlait pas, qui exécutait. Et à l'arrière, un Parisien tout aussi taiseux, car je ne supportais pas les bavards. Je parlais suffisamment moi-même. Et derrière, vous voyez, le lieutenant Baudolec, qui entre-temps avait été nommé capitaine. Toujours aussi ignorant des langues. Alors nous avons eu pas mal de problèmes. Nous avons fait de nombreux prisonniers. Et les derniers prisonniers que nous avons faits, car les Alliés au nord de la Loire allaient sur Strasbourg, le débarquement de Provence, de même le long du Rhône, et les Allemands, il fallait bien qu'ils se rendent. Encore qu'ils n'en avaient pas tous envie. Un jour, je me trouve à Sancerre et Baudolec, curieusement, a dit « Écoutez les gars, on va dormir à l'hôtel. » 3 types. On dort à l'hôtel. Ne pas se déshabiller. Moi, toujours avec Baudolec, 2 par chambre. Et vers les 5 heures du matin, on entend du bruit dans les couloirs. C'était des FFI et l'hôtelier qui ont dit « Les Allemands arrivent !» Alors bon, on a bondi, remis les jeeps en route, et moi en tête, direction l'endroit indiqué. D'abord à toute vitesse, pour que les Allemands ne tirent pas sur le village, et ensuite prudemment. Et puis dans un virage, je tombe sur un camion allemand. De ce camion sort un groupe de combat qui s'installe de l'autre côté, sur notre gauche, dans le fossé, qui nous met en joue. Alors, 10 gugus qui vous mettent en joue, c'est pas évident. Mais les voyous que nous étions, moi j'ai tiré mon frein, laissé tourner le moteur, et j'ai dit à mon mitrailleur, « Feu !» Il a envoyé une giclée, les gugus allemands se sont couchés dans le fossé. Mais ils étaient commandés par un capitaine qui, lui, gigotant avec son pistolet, sans tirer, dit « Non, 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 partez, partez, partez !» Alors j'attrape ma carabine, lui fout le camp, je lui crie « Halt oder ich schieße !» Arrêtez ou je tire. Il s'arrête, il me met en joue et il m'envoie 2 pélos, il me rate. Moi je lui en envoie 2, je le rate pas. Après quoi, le colonel nous dit « Essayez de les retrouver. Peut-être vont-ils se rendre. » Alors là, le bouquet. On les trouve. Baudolec me dit « Va voir s'ils veulent se rendre. » Alors je pars. Je trouve un Saint-Galant de la marine. Je le salue poliment. Il me répond à mon salut. Je ne savais pas comment on appelait un Saint-Galant de la marine. J'ai dit « Herr Oberst, mon colonel. » Ça ne l'a pas fait rire. Je lui ai dit « Est-ce que vous voulez vous rendre ?» Alors il a dit « J'avoue que moi, j'arrive de Bordeaux, je suis d'avis de me rendre. De toute façon, la guerre est perdue pour l'Allemagne. Mais les autres chefs de corps, je ne sais pas. » Alors j'ai dit « Vous pourriez les réunir et leur demander leur avis. » Alors il a réuni tout ce petit monde et il a dit « Ils sont tous d'accord. Mais si jamais un terroriste, parce que les FFI c'était des terroristes, tire sur nous, je ne garantis rien. » Bon, j'explique ça à Baudolec, qui disait « Bon, ben, vas-y,
fais comme tu veux. Alors je me suis mis devant, une Jeep derrière, avec Baudelaire à mon bord, et une Jeep qui faisait la navette. Et 2500 Gugus allemands, armés jusqu'aux dents, y compris des canons anti-chars et des canons anti-aériens. 2500 Gugus. Et tout ça à la vitesse d'un homme au pied, parce qu'il y avait un détachement de gens qui marchaient à pied. Il y avait à pied, à vélo, en voiture. On arrive dans un premier village. J'ai fait stopper le Saint-Gallon de la marine qui me suivait. Alors ça, c'était amusant parce que quand je faisais ça, il levait la main pour que le convoi s'arrête. Je suis allé voir le chef des résistants du coin en lui expliquant qu'il fallait mettre les gens au bord de la route pour montrer aux Allemands qu'il existe une résistance française, mais pas de balles dans le canon et l'arme à la bretelle. Quand ils ont vu cette horde, ça a marché comme sur des roulettes. On traverse le premier patin, on en trouve un deuxième. Là encore plus curieux, je tombe sur le maire, les Allemands attendant à l'entrée du village, qui me dit « Je suis capitaine de réserve ». Alors je dis « Mon capitaine, il faut loger, parce que ça, le soir tombait, il faut loger 2500 Allemands ». Il m'a dit « Comment loger deux ?» Je dis « Enfin, vous avez bien reçu des directives pour l'armée française ?» Ah, il dit « Oui, ben, je dis « Vous appliquez les directives de l'armée française. » Et Baudelaire qui est du chef. C'est ce qui fut fait. Alors j'ai dit « Donnez-moi quand même un sous-officier allemand qui, avec moi, fera le tour du patelin toute la nuit. » Une Jeep à l'entrée du patelin, il n'y avait qu'une route. Une Jeep à la sortie, et moi qui faisais le tour. Alors je trouvais au début les sentinelles, une allemande et un FFI, qui se regardaient en chien de faïence et qui claquaient des talons quand nous arrivions. 3-4 heures après, ils étaient assis par terre, ils partageaient leur casse-croûte, l'un donnait du chocolat, l'autre du tabac. J'ai compris que tous les soldats du monde sont victimes des politiciens qui font la guerre. Merci beaucoup. L'heure passe, colonel, et on va devoir s'interrompre malheureusement. Alors, tout ça est raconté avec autant de verve que ce qu'on vient d'entendre dans cette brochure. Il y en a un certain nombre qui sont disponibles là à la sortie de la salle. Je ne sais pas qui s'en occupe, mais vous allez trouver. Et il y en a surtout qui sont disponibles en permanence au Musée de la Résistance et de la Déportation. Et honnêtement, c'est une lecture passionnante. Et alors, je suis désolé de vous interrompre parce qu'on n'a pas toute l'après-midi, mais ce que raconte... Il me faut encore des minutes. 5. Il me faut encore des minutes. Alors, je vous en donne 5. Ce que je voulais dire, c'est que c'est extraordinaire de voir comment ces commandos, en très très petit nombre, grâce à des talents de négociation, grâce aussi aux talents pour les langues, parce qu'il fallait quelqu'un qui non seulement parlait allemand, mais savait parler les dialectes allemands, ce qui n'était pas donné à tout le monde, était capable de gérer des situations extrêmes où il y avait effectivement des milliers d'hommes en face de seulement quelques dizaines et de les amener à se rendre alors que ça aurait pu terminer en carnage. Je vous laisse conclure. Alors maintenant, 2 mots, peut-être quelques de plus, sur la libération de Forbach. C'est important. Parce que les Américains se sont arrêtés entre Saint-Avold et Forbach. Ils ont mis des batteries de 105 et ils tiraient sur les Allemands qui étaient à Forbach. Ils ont pris Forbach, les Allemands tiraient sur Forbach contre les Américains. Pour vous dire le nombre d'obus qui sont tombés, sur la maison de mes parents, il y a eu 12 obus, dont un a traversé le toit, le plafond du premier étage, le plafond du rez-de-chaussée, le plafond de la cave, et s'est planté dans le sol sans éclater. Mon père, quand il est rentré, les locataires qui étaient là ont dit « Monsieur Muller, dans la cave, il y a un obus.
planté. Mon père, qui avait fait 14-18, a dit « Ne bougez pas ». Il a pris l'obus, l'a tourné, l'a sorti, l'a porté au fond du jardin. Il a dit « Maintenant, je vais aller chercher un Américain pour le désamorcer ». C'est ce qui fut fait. J'en ai terminé. Ils peuvent poser des questions. Peuvent-ils poser des questions? Alors, y a-t-il des questions? Soyez bref parce que Annie attend son tour pour parler. voilà. Pas de questions? C'est clair? Bon. Merci de m'avoir écouté. Merci infiniment.